L'ONU dénonce l'utilisation de la nourriture comme arme par l'armée israélienne et ces derniers jours, plus de 500 Palestiniens ont été tués près de centres de distribution alimentaire contrôlés par l'armée israélienne, selon l'ONG Médecins sans frontières. Plus largement, vous le savez, les Palestiniens dans la bande de Gaza vivent une catastrophe humanitaire sans précédent sur le territoire. Selon un porte-parole de l'ONU, 100% de la population est menacée de famine. Et dans ce contexte, cette distribution alimentaire organisée par Israël est très vivement critiquée. Alors aujourd'hui, on va faire un point le plus factuel possible sur la situation. Salut, c'est Hugo, c'est donc le sujet à la une des actualités aujourd'hui. Je serai en voix off cette semaine. Alors déjà, avant de revenir sur la situation actuelle, ça me semble important de rappeler que avant le 7 octobre 2023, la situation à Gaza, elle était déjà extrêmement difficile. En fait, la bande de Gaza était déjà soumise à un blocus israélien et égyptien depuis 2007, un blocus qui restreignait sévèrement la circulation des personnes et des biens, comme par exemple la nourriture ou encore le carburant. Pour vous donner une idée, avant le 7 octobre 2023, 80% de la population de Gaza dépendait déjà à l'époque de l'aide humanitaire, selon l'ONG Oxfam, et environ 500 camions d'aide humanitaire y entraient chaque jour pour faire face aux besoins essentiels, avec de la nourriture, de l'eau ou encore des fournitures médicales, comme le rapporte Amnesty International. Mais depuis le 7 octobre 2023, le blocus il s'est largement intensifié et Israël exerce un contrôle quasiment total sur l'entrée de l'aide à Gaza. Cela a entraîné une chute drastique du nombre de camions autorisés à entrer et ça a exacerbé la crise humanitaire. Alors on ne pourra pas revenir aujourd'hui sur tout ce qui s'est passé au sein de la bande de Gaza depuis maintenant 2 ans, mais si vous suivez la chaîne, vous savez que l'on suit très régulièrement la situation. Ce que l'on peut tout de même rappeler dans l'actualité, on va dire, un petit peu plus récente, c'est que depuis le 2 mars dernier, Israël avait bloqué le passage d'aide humanitaire à Gaza, où vivent, pour rappel, plus de 2 millions de Palestiniens. Cela faisait suite à un désaccord entre Israël et le Hamas concernant la prolongation de l'accord de cessez-le-feu qui était entré en vigueur au mois de janvier. Mais plusieurs ONG ainsi que l'Organisation des Nations Unies avaient dénoncé une catastrophe humanitaire et sanitaire avec ce blocus. L'ONG américaine Human Rights Watch était allée jusqu'à accuser Israël d'avoir fait de ce blocus un outil d'extermination et plus largement, cette ONG accuse Israël d'actes de génocide dans la bande de Gaza. Par ailleurs, selon un rapport de l'IPC, qui est une autorité mondiale en matière d'analyse de sécurité alimentaire qui a été publié au mois de mai, la population est aujourd'hui confrontée à un risque critique de famine. Israël faisait donc face à une pression internationale importante et finalement, fin mai, ce blocus, il a été partiellement assoupli avec la Gaza Humanitarian Foundation qui a commencé ses distributions. Mais alors, qu'est-ce que cette fondation et pourquoi est-ce que ces actions font autant de débat? Alors, la Gaza Humanitarian Foundation, ou GHF, elle a été mise en place avec le soutien des États-Unis et d'Israël, avec l'objectif affiché de distribuer de l'aide alimentaire dans Gaza. D'après Tommy Pigott, qui est le porte-parole adjoint du département d'État des États-Unis, environ 46 millions de repas ont déjà été distribués depuis la fin mai. Sauf que, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne, ces distributions, elles ont été marquées par des scènes de chaos quasiment quotidiennes, entraînant la mort de centaines de Palestiniens ces derniers jours. Concrètement, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui est dirigé pour rappel par le Hamas, au moins 549 personnes ont été tuées par des tirs israéliens et plus de 4000 personnes ont été blessées, selon donc ce bilan établi par ce ministère. Un bilan qui a été corroboré en l'occurrence par l'Organisation des Nations Unies. À noter au passage que l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante ces bilans qui sont fournis par les organisations sur place, en raison notamment des restrictions imposées aux médias par Israël à Gaza, avec l'impossibilité donc pour les journalistes internationaux de rentrer à Gaza. Autre information que l'on a, l'hôpital Nasser de Khan Younes rapporte de son côté avoir accueilli environ 60 blessés et 20 morts par jour sur le dernier mois. Selon le directeur de l'hôpital, interrogé par le média Times of Israel, la plupart des blessures sont causées par des tirs à balles réelles. Autre élément et enquête que l'on peut noter, le journal israélien de gauche Haaretz, un quotidien d'opposition au Premier ministre Benjamin Netanyahou, a publié fin juin une enquête qui cite anonymement des soldats israéliens qui affirment avoir reçu l'ordre de tirer sur les foules pour les disperser, et ce en l'absence de menaces directes. Alors l'armée israélienne et le gouvernement de leur côté démentent ces accusations et promettent des enquêtes internes. Mais en fait, pour l'ONG Médecins sans frontières, la situation actuelle, c'est, je cite, un simulacre de distribution alimentaire qui produit des massacres à la chaîne et qui doit être immédiatement arrêté. Selon Médecins sans frontières, les Palestiniens sont confrontés aujourd'hui à un dilemme, soit mourir de faim, soit risquer leur vie pour obtenir un petit peu de nourriture, en tentant donc de s'approcher de cette distribution alimentaire. De la même façon, l'Organisation des Nations Unies critique aussi cette initiative, et sans citer directement cette organisation, on peut noter que le secrétaire général Antonio Guterres a qualifié le système d'aide à Gaza d'intrinsèquement dangereux, affirmant
que, je cite, « aller chercher de la nourriture ne doit jamais être une condamnation à mort ». Et je le disais, l'ONU a qualifié aussi de crime de guerre l'utilisation de la nourriture comme arme à Gaza. De son côté, Israël affirme avoir mis en place ce nouveau système car le Hamas détournerait l'aide humanitaire à son profit selon eux. Par ailleurs, on peut noter que Israël accuse désormais le Hamas de tirer lui-même sur la foule. Bon, mais au-delà du fonctionnement de l'aide humanitaire à Gaza et de ces tirs de l'armée israélienne qui ont été rapportés par des ONG sur place ou encore, on l'a dit, par des médias, au-delà de tout cela, c'est aussi en fait les quantités d'aide qui sont remises en question. Pour dire les choses simplement, les quantités sont largement insuffisantes au vu donc de la situation et au-delà donc de la gestion qui est jugée absolument catastrophique. En tout cas, parmi les réactions internationales, la France de son côté a réagi. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a notamment déclaré, je cite, que la distribution par cette organisation sous le contrôle de l'armée israélienne est, je cite, un scandale, une honte et une atteinte à la dignité de la personne humaine. De son côté, Médecins sans frontières appelle au démantèlement de cette Gaza Humanitarian Foundation et réclame un retour à un système humanitaire qui serait contrôlé par les Nations Unies. À noter que l'Organisation mondiale de la santé a réussi fin juin pour la première fois depuis 4 mois à acheminer de l'aide médicale à Gaza. Selon son représentant dans le territoire palestinien, ces fournitures médicales ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux besoins qui sont immenses. Plus largement, les ONG et plusieurs dirigeants internationaux appellent à un cessez-le-feu à Gaza et au retour des otages israéliens. On peut noter que vendredi, le président des États-Unis Donald Trump affirmait qu'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza était proche. Au moins 56 500 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, selon le dernier bilan des ministères à Gaza contrôlés par le Hamas, un chiffre jugé fiable par l'ONU et les ONG sur place. Par ailleurs, selon les autorités israéliennes, 49 otages sont toujours retenus à Gaza, dont au moins 27 sont présumés morts. Ça me semblait essentiel de faire un point sur la situation. Évidemment, on vous tiendra au courant dans les prochaines heures et dans les prochains jours, que ce soit sur YouTube, en podcast et sur Instagram. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Je voulais qu'on fasse un point sur la météo. La vallée de la Maurienne en Savoie a été touchée par des orages particulièrement forts ce lundi en fin d'après-midi qui ont provoqué d'importantes inondations dans la région. Les eaux du torrent de Charmey, un cours d'eau, ont débordé et ont envahi les rues des villes de Modane mais aussi de Fourneau, deux villes situées près de la frontière avec l'Italie. Jusqu'à 50 cm de hauteur ont été mesurés dans certaines zones et selon la préfecture de Savoie, il s'agit, je cite, de la crue la plus importante depuis 70 ans. Alors côté italien, un homme de 70 ans est décédé emporté par les cours d'eau selon France Info et côté français, pas de victimes mais certains villages ont subi d'importants dégâts. Des coulées de boue ont notamment recouvert les voies ferrées, empêchant la circulation des trains. La ligne reliant Paris à Milan en Italie sera interrompue pour au moins plusieurs jours selon la SNCF. Plusieurs routes départementales restent également bloquées pour le moment. À noter que ces orages sont liés à la canicule qui touche actuellement l'Europe et la France. Ce genre d'épisode risque de se multiplier dans les années à venir à cause du changement climatique. Deuxième actu, un collectif de plusieurs professionnels de santé libéraux, notamment des médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes, sages-femmes, orthophonistes et biologistes, étaient mobilisés ce mardi à Paris. Ils protestent contre plusieurs mesures d'économie envisagées par le gouvernement sur les dépenses de santé. Au total, 14 syndicats dénoncent notamment le gel des revalorisations tarifaires qui devaient entrer en vigueur ce 1er juillet pour plusieurs professions et qui sont finalement reportées à 2026. Les pharmaciens alertent quant à eux sur le risque, je cite, d'une vague de licenciements et d'une pénurie de médicaments. Ils s'opposent à un autre projet gouvernemental qui vise à limiter les réductions que les laboratoires accordent aux pharmacies sur les médicaments génériques, donc les médicaments moins chers et moins connus mais avec les mêmes effets. Aujourd'hui, les pharmacies peuvent aller jusqu'à 40% de remise, mais ce plafond passerait à 20-25%. Troisième actu, le président américain Donald Trump a signé ce lundi un décret qui met fin à la plupart des sanctions américaines contre la Syrie. Cette décision, elle fait suite à la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024, qui était visé depuis 1979 par de nombreuses sanctions internationales. Depuis, les États-Unis semblent vouloir se rapprocher de la Syrie. Le 13 mai dernier, Donald Trump avait déclaré vouloir donner une chance de grandeur au pays. Il avait aussi rencontré le lendemain le président syrien par intérim, Ahmed al-Shareh, à la tête de la coalition rebelle qui a renversé le régime de Bachar al-Assad. Alors d'après la porte-parole de la Maison-Blanche, la levée de ces sanctions est un effort pour promouvoir et soutenir le chemin du pays vers la stabilité et la paix, mais concrètement, ça permet surtout à la Syrie de faire son retour dans le système financier international. Elle peut aussi désormais mettre en œuvre des autorisations pour encourager de nouveaux investissements en Syrie. À noter que les sanctions visant l'ex-président Bachar al-Assad, qui a fui en Russie après la chute du régime, ont quant à elles été maintenues. De même pour ses associés, les auteurs de violations des droits de l'homme, les trafiquants de drogue et les personnes liées à l'État islamique, selon le décret signé par Donald Trump. Quatrième actu, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dévoilé ce lundi la liste des premiers sites où seront construites des prisons low cost en béton préfabriqué pour répondre à l'urgence de la surpopulation
surpopulation carcérale. Concrètement, ces nouveaux établissements devraient permettre d'ouvrir des places en moins de 20 mois contre 7 ans pour une structure normale. Ils accueilleront principalement des détenus en semi-liberté ou condamnés à de courtes peines. Le premier site, situé à Trois-Lavaux dans l'Aube, devrait être opérationnel à l'automne 2026. 16 autres devraient voir le jour d'ici 2027, notamment à l'île-Séquedin dans le Nord, à Brest dans le Finistère ou encore à Châteaudun dans l'Eure-et-Loire. Cette décision intervient alors que la France a atteint un record de surpopulation carcérale. Au 1er juin 2025, 84 447 personnes étaient détenues pour seulement 62 566 places dans les prisons, soit un taux d'occupation moyen de 135%. Dans les maisons d'arrêt, ce taux monte à 166% et dépasse même 200% dans 22 établissements. Au total, plus de 5 800 détenus dorment sur des matelas au sol, faute de place en cellule. Alors à noter tout de même que les prisons low cost sont critiquées pour leur impact potentiel sur la dignité des détenus, la qualité de la réinsertion et la sécurité. Les associations et de nombreux professionnels du secteur appellent à une réforme de la politique pénale et à un investissement dans les alternatives à l'incarcération plutôt que dans la multiplication de ces nouvelles prisons. Cinquième actu, la réforme de l'audiovisuel public portée par la ministre de la Culture, Rachida Dati, a été rejetée dès son arrivée à l'Assemblée nationale ce lundi. Cette réforme visait à fusionner les principales sociétés de l'audiovisuel public français, donc France Télévisions, Radio France et l'INA, en une seule entité baptisée France Média. L'objectif, renforcer la cohérence, la coordination et l'efficacité du service public audiovisuel tout en réalisant des économies, ça c'est ce qu'avançait Rachida Dati. Sauf que le texte a été vivement critiqué, notamment par la gauche qui a exprimé des craintes quant à l'indépendance des médias publics. Certains députés de gauche estiment que cette réforme représenterait une concentration excessive des pouvoirs et une fragilisation de la diversité au sein des médias publics. De leur côté, les syndicats des médias concernés ont entamé une grève, toujours en cours, pour s'opposer à ce projet de réforme qu'ils jugent, je cite, extrêmement dangereux, tant pour l'avenir des salariés que pour l'indépendance de l'information. La proposition de loi doit désormais retourner au Sénat avant un possible retour à l'Assemblée nationale, on suivra ça. Et enfin, dernière actu, et c'est une bonne nouvelle, si vous êtes une femme et que vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez dès ce 1er juillet commander en ligne un kit gratuit de dépistage pour la chlamydia et la gonorrhée, qui sont deux infections sexuellement transmissibles. Si vous êtes un homme du même âge, il faudra patienter jusqu'à fin 2025. Alors l'objectif de ce kit d'autoprélèvement livré sur le lieu de votre choix, c'est de lutter plus facilement contre la hausse ces dernières années des IST. Pour ça, pas besoin d'ordonnance, il suffit de se rendre sur le site Amélie de l'assurance maladie. Vous devrez d'abord répondre à un questionnaire rapide de 10 questions, puis remplir vos informations pour la livraison du kit. Les résultats sont ensuite envoyés par SMS sous 5 jours. A noter que ce dispositif s'inscrit dans le programme Mon Test IST qui propose déjà aux moins de 26 ans un dépistage gratuit et sans ordonnance en laboratoire pour la chlamydia trachomatis, le gonoc, la syphilis et l'hépatite B. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain.